Le bonheur, cette aspiration qui traverse toutes les cultures, toutes les époques, tous les êtres humains. Mais qu'est-ce que le bonheur exactement? Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche le bonheur. Cette quête universelle unit tous les peuples, toutes les générations. Mais derrière cette aspiration commune se cache une question fondamentale. Face au bonheur, la philosophie nous propose trois perspectives radicalement différentes. Chacune nous invite à repenser notre rapport à cette quête universelle. Première question, le bonheur n'est-il qu'un plaisir, une satisfaction immédiate de nos désirs? Cette vision hédoniste du bonheur mérite-t-elle notre adhésion? Deuxième perspective, le bonheur serait-il plutôt un état de paix intérieure, une sérénité durable qui transcende les plaisirs éphémères, une harmonie profonde avec soi-même et le monde? Troisième et dernière perspective, et si le bonheur n'était qu'une illusion? Un mirage qui nous détourne de la réalité de l'existence humaine? Cette vision pessimiste mérite-t-elle notre attention? À travers l'analyse de grands philosophes comme Épicure, Kant et Schopenhauer, nous tenterons de percer le mystère du bonheur. Cette exploration nous mènera au cœur de l'existence humaine et de nos aspirations les plus profondes. Préparez-vous à questionner vos certitudes sur le bonheur. Cette réflexion philosophique pourrait bien transformer votre vision de la vie et de ce qui la rend digne d'être vécue. Qu'est-ce que le bonheur exactement? Cette question fondamentale mérite une définition philosophique précise et rigoureuse. La première distinction essentielle à établir est celle entre bonheur et plaisir. Ces deux concepts sont souvent confondus, mais ils diffèrent fondamentalement par leur nature et leur durée. Le bonheur se définit comme un état durable de satisfaction globale de l'existence. Il ne s'agit pas d'un moment fugace, mais d'une condition stable qui englobe notre être dans sa totalité. Cette satisfaction globale implique un bien-être qui touche trois dimensions essentielles de notre existence: le corps, l'esprit et l'âme. Examinons ces composantes fondamentales. Contrairement au plaisir qui peut être obtenu instantanément, le bonheur authentique nécessite trois éléments cruciaux: du temps pour se construire, des choix conscients et réfléchis, et la sagesse pour discerner ce qui nous épanouit vraiment. Pour mieux comprendre cette conception du bonheur, observons ce diagramme qui illustre les trois dimensions d'une vie épanouie et leur convergence vers le bonheur authentique. Cette définition philosophique du bonheur nous révèle sa complexité et sa richesse. Il ne s'agit pas d'un état simple à atteindre, mais d'une harmonie subtile entre nos différentes dimensions d'existence, construite avec patience et sagesse. Épicure, philosophe grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ, propose une vision révolutionnaire du bonheur. Pour lui, le bonheur n'est pas un idéal inaccessible, mais bien le plaisir lui-même, à condition de le maîtriser avec sagesse. Sa citation la plus célèbre résume parfaitement sa philosophie. Le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel plaisir. Mais qu'est-ce que le plaisir selon Épicure? Il repose sur trois piliers fondamentaux: la modération des désirs, la cultivation de l'amitié et de la sérénité, et le soin de la santé du corps et de l'esprit. Cette approche s'oppose radicalement aux excès et aux dépendances. Épicure nous met en garde contre les plaisirs qui nous asservissent plutôt que de nous libérer. L'alcool, par exemple, peut procurer un plaisir immédiat, mais conduit à la dépendance et à la souffrance. Ainsi, le bonheur épicurien se définit comme une sobriété joyeuse. C'est un art de vivre qui privilégie la qualité à la quantité, la profondeur à l'intensité et la sagesse à l'impulsivité. Cette philosophie nous invite à distinguer entre nos désirs naturels et nécessaires et ceux qui sont vains et source de troubles. Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand du XVIIIe siècle, adopte une position radicalement différente sur la question du bonheur. Pour Kant, le bonheur n'est pas un objectif fiable, car il dépend entièrement de circonstances extérieures que nous ne pouvons pas contrôler. Kant souligne une incertitude fondamentale. Nous ne pouvons jamais être certains de ce qui nous rendra véritablement heureux. Selon Kant, le seul véritable devoir de l'être humain n'est pas la recherche du bonheur, mais l'accomplissement de son devoir moral. Pour Kant, nous devons agir selon le devoir et la justice, indépendamment des conséquences sur notre bonheur personnel.
Cette approche distingue clairement la philosophie morale kantienne des autres théories éthiques qui placent le bonheur au centre. Le bonheur, selon Kant, ne doit être considéré que comme un bonus potentiel, une conséquence possible de nos actions morales, mais jamais comme l'objectif principal. Ainsi, la philosophie kantienne nous invite à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos intentions et nos actions morales, plutôt que sur les résultats incertains de notre quête du bonheur. Arthur Schopenhauer présente une vision radicalement différente du bonheur. Pour ce philosophe allemand du XIXe siècle, le bonheur n'est qu'une illusion dangereuse qui nous éloigne de la réalité de l'existence humaine. Schopenhauer développe une philosophie profondément pessimiste. Selon lui, l'existence humaine est fondamentalement marquée par la souffrance, et la recherche du bonheur ne fait qu'aggraver cette condition en nous maintenant dans l'illusion. Le cœur de la théorie de Schopenhauer repose sur l'idée que le désir humain est par nature infini et insatiable. Dès qu'un désir est satisfait, un nouveau désir apparaît immédiatement pour le remplacer, créant un cycle sans fin de manque et de frustration. Cette vision trouve son expression la plus célèbre dans cette citation de Schopenhauer. La vie oscille comme un pendule de la souffrance à l'ennui. Cette métaphore du pendule illustre parfaitement sa conception de l'existence humaine. Selon Schopenhauer, nous oscillons constamment entre deux états négatifs. D'un côté, la souffrance causée par le manque et le désir non satisfait, de l'autre, l'ennui qui survient lorsque nos besoins immédiats sont comblés, mais que nous n'avons plus d'objectif. Face à cette condition humaine apparemment sans issue, Schopenhauer propose une voie de sagesse. Le sage, selon lui, est celui qui comprend la vanité de la poursuite du bonheur et qui adopte une attitude de détachement et d'acceptation. Cette philosophie pessimiste de Schopenhauer nous invite à repenser radicalement notre rapport au bonheur. Plutôt que de le poursuivre comme un idéal atteignable, il nous propose de reconnaître ses limites et d'adopter une attitude plus réaliste face à l'existence. Prenons un exemple concret que nous connaissons tous, l'achat du dernier smartphone. Cette situation illustre parfaitement la nature éphémère du plaisir matériel et nous permet d'analyser la durabilité du bonheur qu'il procure. Imaginez le moment où vous déballez votre nouveau smartphone tant attendu. L'excitation est palpable. L'emballage soigné, les accessoires neufs, l'écran parfait sans la moindre rayure. Ce moment génère une satisfaction immédiate et intense. Mais analysons ce qui se passe dans les jours et semaines qui suivent. L'usage quotidien du téléphone devient routinier. Les fonctionnalités qui nous émerveillaient deviennent banales. L'objet perd progressivement son caractère exceptionnel. Quelques mois plus tard, notre smartphone n'est plus qu'un outil parmi d'autres. Pire encore, il peut devenir source de frustration. Batterie qui se dégrade, nouvelles versions qui le rendent obsolète, écran qui se fissure. Le bonheur initial s'est complètement évaporé. Ce phénomène porte un nom en psychologie, l'adaptation hédonique. Notre niveau de bonheur tend à revenir à sa ligne de base après chaque acquisition matérielle, peu importe l'intensité du plaisir initial. Observons ce graphique qui illustre parfaitement ce concept. Cette analyse nous amène à une question philosophique fondamentale. Si les plaisirs matériels sont si éphémères, peuvent-ils vraiment constituer une base solide pour notre bonheur? Épicure nous mettait déjà en garde contre les désirs vains, ceux qui ne procurent qu'une satisfaction temporaire. L'exemple du smartphone révèle ainsi une vérité inconfortable. Notre société de consommation nous promet un bonheur qu'elle ne peut tenir. Chaque nouvel achat nous fait miroiter une satisfaction durable, mais la réalité psychologique nous rattrape toujours. Cette prise de conscience est le premier pas vers une réflexion plus profonde sur la nature du véritable bonheur. Considérons maintenant un autre exemple concret, celui de la méditation et de la connexion avec la nature. Cette expérience nous offre une perspective différente sur ce que pourrait être le véritable bonheur. Imaginez-vous assis en silence au bord d'un lac paisible, entouré par la beauté de la nature. Votre respiration se calme, votre esprit s'apaise et vous ressentez une profonde sérénité. Dans ce moment privilégié, plusieurs phénomènes se produisent. Le temps semble suspendu, l'esprit trouve enfin le calme, une paix profonde s'installe en vous et une véritable connexion avec votre être intérieur émerge.
Cela nous amène à une question philosophique fondamentale. Ce bien-être profond que vous ressentez dans ces moments de méditation et de connexion avec la nature serait-il le véritable bonheur? L'analyse de cette expérience révèle des caractéristiques remarquables. Elle ne nécessite aucun objet matériel, procure une satisfaction durable et profonde, relève de l'état d'être plutôt que d'avoir, est accessible à tous et partout et reste indépendante des circonstances extérieures. Cette expérience illustre parfaitement la distinction fondamentale entre le bonheur de l'avoir et celui de l'être. Tandis que le bonheur matériel dépend des objets, offre une satisfaction temporaire et reste vulnérable aux pertes, le bonheur de l'être repose sur un état intérieur, procure une paix durable et demeure indestructible. La méditation et la connexion avec la nature nous enseignent ainsi que le bonheur authentique pourrait résider dans notre capacité à être pleinement présent à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Après avoir examiné les exemples concrets du smartphone et de la méditation, une distinction fondamentale émerge. Le bonheur ne se résume pas à ce que nous possédons, mais concerne profondément notre manière d'être au monde. D'un côté, nous avons l'avoir, les possessions matérielles, les objets que nous accumulons, les biens que nous croyons nécessaires à notre bonheur. Le smartphone dernier cri, la voiture, la maison, l'argent. De l'autre côté, nous trouvons l'être, les états intérieurs, les qualités de l'âme, les dispositions d'esprit, la sérénité, l'amour, la paix intérieure, la sagesse. L'exemple du smartphone illustre parfaitement cette distinction. L'acquisition d'un nouvel objet procure une satisfaction immédiate mais éphémère. Cette joie s'estompe rapidement, laissant place au désir d'autre chose. À l'inverse, la méditation et le contact avec la nature cultivent un état d'être qui perdure. Cette approche développe une capacité intérieure au bonheur, indépendante des circonstances extérieures. Cette analyse révèle 4 insights fondamentaux sur la nature du bonheur. Premièrement, le bonheur basé sur les possessions matérielles suit un cycle sans fin. Acquisition, satisfaction temporaire, puis nouveau désir. Deuxièmement, le bonheur de l'être cultive une paix intérieure qui ne dépend pas des fluctuations du monde extérieur. C'est une forme de sérénité stable et durable. Troisièmement, l'avoir nous rend dépendants des circonstances externes. Notre bonheur devient otage de ce que nous possédons ou perdons. Quatrièmement, l'être développe une véritable autonomie face au monde. Cette approche nous libère de la tyrannie des désirs matériels et nous rend maîtres de notre propre bonheur. Cette distinction entre avoir et être n'implique pas un rejet total du monde matériel, mais plutôt une hiérarchisation sage de nos priorités. Le vrai bonheur naît de l'équilibre entre nos besoins légitimes et notre développement intérieur. Nous arrivons au terme de notre exploration philosophique du bonheur. Cette notion, apparemment simple, révèle en réalité une complexité fascinante qui traverse les siècles de pensée philosophique. Récapitulons les 3 perspectives philosophiques majeures que nous avons explorées, chacune offrant une vision distincte de ce qu'est véritablement le bonheur. Pour Épicure, le bonheur se définit comme un plaisir maîtrisé. Il ne s'agit pas de se livrer à tous les plaisirs, mais de cultiver une sagesse qui nous permet de distinguer les plaisirs véritables des plaisirs illusoires. Kant, quant à lui, considère le bonheur comme un objectif fondamentalement incertain. Selon lui, nous ne pouvons jamais être sûrs de ce qui nous rendra véritablement heureux, car nos désirs changent constamment. Enfin, Schopenhauer adopte une vision pessimiste, percevant le bonheur comme une illusion douloureuse. Pour lui, la vie oscille perpétuellement entre la souffrance du manque et l'ennui de la satisfaction. Ces 3 approches, bien que divergentes, nous révèlent une vérité fondamentale. Le bonheur n'est pas une notion simple ou univoque. Au-delà des définitions philosophiques, la question du bonheur nous confronte à nos aspirations les plus profondes. Elle nous force à nous demander ce que nous voulons vraiment de la vie. Cette complexité du bonheur n'est pas un obstacle, mais plutôt une richesse. Elle nous invite à une réflexion personnelle et authentique sur ce qui constitue véritablement une vie épanouie. En définitive, chaque conception du bonheur reflète une vision particulière de l'existence humaine.
La philosophie nous enseigne que questionner le bonheur, c'est questionner l'essence même de notre humanité et de ce qui donne du sens à notre passage sur Terre. Cette exploration philosophique du bonheur nous prépare ainsi à aborder avec plus de sagesse et de nuance cette question éternelle qui traverse toutes les cultures et toutes les époques. Montesquieu, grand penseur des Lumières, nous offre une définition particulièrement éclairante du bonheur qui synthétise brillamment les débats philosophiques. Analysons cette citation remarquable mot par mot pour en saisir toute la profondeur philosophique. Premier élément clé, le bonheur est qualifié de mot abstrait. Montesquieu souligne ici que le bonheur n'est pas une réalité concrète et tangible, mais plutôt un concept mental, une construction de l'esprit. Deuxième élément crucial, le bonheur est composé de quelques idées de plaisir. Cette formulation révèle que le bonheur n'est pas un plaisir unique et simple, mais un assemblage complexe de différentes sensations agréables. Cette définition fait remarquablement écho aux trois visions philosophiques que nous avons explorées. Voyons comment Montesquieu dialogue avec Épicure, Kant et Schopenhauer. Avec Épicure, Montesquieu partage l'idée que le bonheur est lié au plaisir. Mais là où Épicure cherche à hiérarchiser les plaisirs, Montesquieu souligne leur caractère composite et insaisissable. Face à Kant, Montesquieu confirme l'incertitude du bonheur. En le qualifiant d'abstrait, il rejoint Kant sur l'impossibilité de le saisir comme objectif moral fiable. Quant à Schopenhauer, Montesquieu anticipe sa critique en montrant que le bonheur n'est qu'une construction mentale, un assemblage fragile d'idées plutôt qu'une réalité substantielle. La génialité de Montesquieu réside dans cette synthèse. Il reconnaît la réalité du plaisir tout en soulignant l'insaisissabilité du bonheur. Cette citation révèle la complexité fondamentale de notre quête du bonheur. Cette citation de Montesquieu nous enseigne que chercher le bonheur, c'est peut-être accepter de poursuivre quelque chose d'insaisissable, tout en reconnaissant la beauté et la valeur de cette quête elle-même. Si cette exploration philosophique du bonheur vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté d'apprentissage. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu éducatif de qualité. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos cours de philosophie, spécialement conçus pour vous aider à réussir votre baccalauréat 2025. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec vos camarades de classe et amis qui préparent également l'épreuve de philosophie. L'entraide et le partage de connaissances sont des valeurs profondément philosophiques qui enrichissent l'apprentissage de chacun. Troisièmement, participez à la discussion en laissant un commentaire. Dites-nous quelle est votre définition personnelle du bonheur. Vos réflexions enrichissent notre communauté et permettent à chacun d'approfondir sa compréhension philosophique. Ensemble, nous construisons une communauté d'apprentissage philosophique bienveillante et enrichissante. Chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire contribue à créer un espace d'échange intellectuel stimulant pour tous les futurs bacheliers. Votre engagement nous motive à continuer de produire des contenus éducatifs de qualité. Merci de faire partie de cette aventure philosophique avec nous. Nous avons exploré ensemble les différentes conceptions philosophiques du bonheur. Mais notre voyage dans la philosophie ne s'arrête pas là. Dans notre prochain épisode, nous aborderons un concept tout aussi fondamental mais potentiellement contradictoire, le devoir. Le devoir représente nos obligations morales, ces impératifs qui nous dictent ce que nous devons faire, parfois même contre nos désirs immédiats. Cette notion soulève des questions fascinantes sur la nature de nos obligations et leur relation avec notre quête personnelle du bonheur. Nous explorerons notamment si le devoir s'oppose nécessairement au bonheur, si Kant avait raison de privilégier la morale sur le bien-être et comment nous pouvons concilier nos plaisirs avec nos obligations. Préparez-vous à découvrir comment les plus grands philosophes ont pensé nos devoirs moraux et leur impact sur notre existence. Rendez-vous dans le prochain épisode pour cette exploration passionnante du devoir. Maintenant que nous avons exploré les perspectives philosophiques sur le bonheur, découvrons comment présenter efficacement ce contenu sur YouTube grâce à une description optimisée.
Une description YouTube bien rédigée commence par une accroche puissante qui interpelle immédiatement le spectateur et suscite sa curiosité philosophique. Voici un exemple d'accroche efficace qui transforme une question philosophique abstraite en interrogation personnelle et engageante. Cette accroche fonctionne car elle interpelle directement le lecteur avec une question personnelle, évoque l'histoire de la philosophie et crée une tension intellectuelle qui donne envie d'en savoir plus. Après l'accroche, il faut développer le questionnement philosophique en posant des questions qui guident la réflexion du spectateur et annoncent le contenu de la vidéo. Ces questions créent un parcours intellectuel clair qui transforme la curiosité initiale en véritable démarche philosophique, incitant le spectateur à regarder la vidéo jusqu'au bout. Une description optimisée combine ainsi l'art de l'accroche personnelle et la rigueur du questionnement philosophique, créant un pont entre la curiosité du grand public et la profondeur de la réflexion académique. Cette approche méthodique de la description YouTube garantit un engagement maximal du spectateur dès les premières lignes, transformant une simple description en véritable invitation à la réflexion philosophique. Voici un aperçu détaillé de ce que vous découvrirez dans cette exploration philosophique du bonheur. Nous aborderons les concepts fondamentaux et les perspectives des grands penseurs. Premièrement, nous établirons une définition philosophique rigoureuse du bonheur. Qu'est-ce qui distingue le bonheur du simple plaisir? Comment les philosophes conceptualisent-ils cet état de satisfaction durable? Ensuite, nous explorerons les visions contrastées de trois grands philosophes. Chacun apporte une perspective unique sur la nature et l'atteignabilité du bonheur. Nous illustrerons ces concepts abstraits avec des exemples concrets tirés de la vie quotidienne. Comment ces théories s'appliquent-elles à nos choix et expériences personnelles? Enfin, nous découvrirons une citation percutante de Montesquieu qui synthétise brillamment la complexité du concept de bonheur et nous apprendrons une méthode structurée pour aborder les problèmes philosophiques. Voici la citation du jour qui éclaire notre réflexion sur le bonheur. Cette pensée profonde du baron de Montesquieu nous invite à repenser notre conception du bonheur. Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu, était un philosophe français du XVIIIe siècle, figure emblématique des Lumières. Connu principalement pour son œuvre sur la séparation des pouvoirs, il s'est aussi interrogé sur la nature du bonheur humain. Cette citation révèle une vision sophistiquée du bonheur. En le qualifiant de mot abstrait, Montesquieu souligne que le bonheur échappe à toute définition simple et universelle. Il n'est pas une réalité concrète, mais une construction mentale complexe. L'expression composée de quelques idées de plaisir suggère que le bonheur n'est ni un plaisir unique, ni une somme de tous les plaisirs, mais plutôt une synthèse sélective de certaines expériences agréables. Cette vision nuancée nous éloigne des conceptions trop simplistes du bonheur. Cette citation de Montesquieu nous rappelle que le bonheur est une notion complexe qui mérite une réflexion approfondie. Elle nous invite à dépasser les idées reçues pour construire une compréhension plus riche et plus personnelle de ce que peut être une vie heureuse. Pour continuer à approfondir vos connaissances en philosophie et ne manquer aucun de nos cours dédiés au bac, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté d'étudiants passionnés par la philosophie. Vous recevrez tous nos nouveaux cours, nos analyses détaillées des grands philosophes et nos méthodes éprouvées pour réussir vos examens. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est essentiel pour être averti immédiatement dès qu'un nouveau contenu philosophique est publié. Ainsi, vous ne raterez jamais une leçon importante pour votre préparation au bac. Votre abonnement nous aide également à créer toujours plus de contenu de qualité pour vous accompagner dans votre parcours philosophique. Ensemble, explorons les grandes questions de l'existence et préparons-nous au mieux pour le baccalauréat de philosophie. Maintenant, c'est à vous de participer à cette réflexion philosophique sur le bonheur. Votre voix compte dans cette discussion enrichissante. Nous avons préparé des questions spécifiques pour guider votre réflexion et encourager un échange philosophique constructif entre tous les participants. Regardez comme la communauté s'engage déjà activement dans ces discussions philosophiques.
Chaque commentaire apporte une perspective unique sur le bonheur. N'hésitez pas à développer vos idées, à citer des exemples personnels ou même à débattre respectueusement avec d'autres participants. C'est ainsi que naît une véritable communauté philosophique. Alors, qu'attendez-vous? Descendez dans les commentaires et partagez votre vision personnelle du bonheur. Votre contribution enrichira cette exploration philosophique collective. Dans la section de description YouTube, nous vous proposons d'aller plus loin dans votre exploration philosophique du bonheur. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes précédents sur le bonheur, incluant les perspectives d'Épicure, Kant et Schopenhauer, ainsi que nos exemples concrets d'application. Notre prochain épisode explorera un nouveau concept fondamental de la philosophie, la justice. Nous examinerons si elle doit être basée sur l'égalité ou l'équité en analysant les théories de John Rawls et d'Aristote. Cette approche systématique vous permet de construire progressivement votre compréhension philosophique en reliant les concepts entre eux pour une préparation optimale au baccalauréat de philosophie. Utilisez ces liens pour approfondir votre réflexion et créer des connexions entre les différentes approches philosophiques du bonheur et de la vie bonne. Les hashtags YouTube sont essentiels pour optimiser la visibilité de vos vidéos de philosophie. Découvrons comment les utiliser efficacement pour toucher votre audience cible. Un hashtag est un mot-clé précédé du symbole dièse qui permet de catégoriser votre contenu et d'améliorer sa découvrabilité sur YouTube. Pour optimiser l'efficacité de vos hashtags, respectez ces bonnes pratiques. Utilisez entre 3 et 5 hashtags. Placez-les dans la description et choisissez des mots-clés pertinents qui mélangent popularité et spécificité. Voici les hashtags optimisés pour cette vidéo sur le bonheur en philosophie. Ils sont organisés en 3 catégories. Les hashtags principaux qui ciblent directement notre sujet, les noms des philosophes étudiés et les termes éducatifs pour toucher les étudiants. Ces hashtags complémentaires élargissent la portée de la vidéo. La stratégie consiste à combiner des mots-clés spécifiques au programme scolaire avec des termes plus généraux permettant de toucher à la fois les étudiants préparant le baccalauréat et un public plus large intéressé par la philosophie. L'utilisation stratégique de ces hashtags optimisés permettra à votre contenu philosophique d'atteindre efficacement votre audience cible et d'améliorer significativement la visibilité de vos vidéos éducatives. Pour conclure cette description, il est important de rappeler que la philosophie n'est pas un domaine réservé aux seuls universitaires ou intellectuels. Elle constitue un patrimoine accessible à tous. La philosophie nous offre des outils précieux pour développer notre capacité de réflexion et améliorer notre façon de vivre. Elle nous aide à questionner nos certitudes et à construire une pensée plus nuancée. Chaque question philosophique que vous vous posez représente un pas vers une existence plus réfléchie et plus épanouie. La philosophie vous accompagne dans votre quête de sens et de compréhension du monde. Rejoignez-nous dans cette aventure intellectuelle qui vous permettra de développer votre esprit critique et d'enrichir votre vision du monde. La philosophie est un voyage passionnant qui commence par une simple question. Pour maximiser l'impact de votre série philosophique, 3 éléments visuels sont essentiels. Des miniatures YouTube attractives, des fiches résumées professionnelles et une introduction animée mémorable. Commençons par les miniatures YouTube. Une miniature efficace doit capturer l'attention en quelques secondes et communiquer clairement le sujet de votre vidéo philosophique. Les outils comme Canva offrent des modèles professionnels adaptés aux miniatures YouTube. Respectez ces principes fondamentaux pour créer des miniatures qui se démarquent dans les résultats de recherche. Les fiches résumées PDF permettent à vos étudiants de réviser efficacement. Elles doivent synthétiser les concepts clés de manière structurée et visuelle. Inspirez-vous de documents professionnels bien structurés. Une fiche résumée efficace combine clarté visuelle et densité informationnelle, facilitant la mémorisation des concepts philosophiques. Une introduction animée professionnelle établit l'identité visuelle de votre série et crée une expérience cohérente pour vos spectateurs. L'introduction doit refléter le sérieux académique tout en restant engageante. Utilisez des références visuelles classiques comme les couronnes de laurier pour évoquer la tradition philosophique.
La cohérence visuelle et l'accessibilité sont cruciales pour une série éducative réussie. Ces éléments visuels professionnels renforceront la crédibilité de votre contenu philosophique et amélioreront l'expérience d'apprentissage de vos étudiants. Merci infiniment pour la confiance que vous m'avez accordée tout au long de cette série sur le bonheur en philosophie. Votre engagement et votre curiosité intellectuelle ont rendu ce voyage philosophique particulièrement enrichissant. Je tiens à vous assurer de ma disponibilité continue pour vous accompagner dans la création d'autres contenus éducatifs, que ce soit pour approfondir d'autres concepts philosophiques, explorer de nouvelles problématiques du programme ou développer des méthodes de révision adaptées à vos besoins. La philosophie est un domaine qui se nourrit de dialogue et d'échanges. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les grandes questions qui traversent l'humanité, à développer votre esprit critique et à vous préparer efficacement aux épreuves du baccalauréat. N'hésitez pas à me contacter pour vos projets éducatifs futurs. Que vous souhaitiez approfondir certains philosophes, travailler sur la méthodologie de la dissertation ou explorer d'autres notions du programme, je suis là pour vous soutenir dans votre parcours académique. Je vous souhaite une excellente réussite au Bac Philo 2025. Que cette exploration du bonheur vous ait donné des clés de réflexion durables, non seulement pour vos examens, mais aussi pour votre vie personnelle. La philosophie nous accompagne bien au-delà des salles de classe. Merci encore pour votre attention et votre confiance. À bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques.